Bien, bonsoir à tous, bienvenue dans ce webinaire. On est presque 200 ce soir, 200 inscrits, donc ça prouve que ça fonctionne très bien, que vous appréciez l'exercice que l'on fait une fois par semaine, voire un peu plus. Et c'est un vrai plaisir de vous accueillir, comme d'accueillir l'emblématique patron de OPM, Oncodesign Precision Medicine maintenant, et qui a été emblématique aussi patron d'Oncodesign. Donc, tout le monde connaît Philippe Gène. Bonsoir Philippe, merci d'être encore avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, vous allez voir, on a concocté un petit programme assez sympathique. On va aborder différents chapitres dans cette discussion. On va parler de l'avenir des modèles complexes en bourse, de la rigidité des financiers, de la relation entre le financier et l'entrepreneur, du Nasdaq. Est-ce que ça vaut le coup pour les boîtes françaises d'aller sur le Nasdaq ou pas? Parce que quand on voit comment elles se comportent, ce n'est pas forcément le cas. Des PGE et des dépôts de bilan, parce que là, aujourd'hui, malheureusement, et c'est plutôt dramatique, il y a beaucoup de casse. Pour rire un peu quand même, on va parler des pilotes de zinzin, parce qu'on est des spécialistes des zinzins et de la difficulté de penser et d'agir out of the box. Dans les thèmes aussi, on a les grands loupés du capitalisme, du venture capitalisme en Europe. On va parler de la Startup Nation et de la tête de gondole Nation plutôt, de l'opération OPM bien sûr, puisque Oncodesign OPM, on a une belle opération qui s'est montée. On n'en avait pas parlé la dernière fois, elle n'avait pas encore eu lieu. Et puis enfin du campus innovation. Alors peut-être que on va inverser, on va tout de suite parler de cette opération Oncodesign OPM parce que ça a été le fait marquant de la rentrée. Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer les tenants aboutissants et où est-ce qu'on va? Voilà, merci beaucoup et puis bonjour à toutes et tous. Et oui, on va parler un peu de l'actualité. Alors, c'est toujours délicat. C'est une opération qui s'est fait vite. Elle a débuté en mai, dans les fêtes. Elle n'est pas totalement terminée, mais les grandes étapes sont déjà passées. On s'est vu en juillet, je crois, la dernière fois. Et donc, depuis, on a consolidé le process que je vous avais expliqué. Alors, juste et brièvement, pour revenir un petit peu sur l'historique, Oncodesign, c'était une société qui a pour mission de découvrir des thérapies. Je l'ai créée en 95 et j'ai il y a une optique qui est très claire, c'est que pour faire de l'innovation de produits, il faut aussi faire de l'innovation technologique. Et donc, elle a été construite sur des plateformes technologiques et sur un modèle d'innovation technologique avec trois activités, expérimentation, études et puis découverte. Chacune de ces activités, elles sont reliées à des technos. Voilà. Et pour nous, on est rentré en bourse en 2014, avril 2014, avec vraiment l'intention de pouvoir arriver à nos fins sur notre mission, à la découverte de nouveaux produits. L'histoire est ainsi faite, je ne vais pas la répéter, mais on est arrivé en 2020 en se disant on va structurer l'entreprise en business unit, en trois business units, une activité, et par rapport aux activités, on va dire plus, entre guillemets, commerciales, le service, la biotech et une nouvelle technologie qu'on souhaitait intégrer un petit peu partout, qui est l'IA, que tout le monde connaît bien. Et pour nous, c'est important d'avoir ces trois business units. Alors, la démarche qu'on a engagée en 2022, ça, on l'a fait en 2020. En 2022, alors avec beaucoup de réussite derrière, parce qu'on a vu les chiffres d'affaires croître, la rentabilité du service croître également, et puis aussi nos projets de développement interne qui sont des projets qui partent de très loin. Je vous rappelle juste qu'on a commencé la drug discovery en 2009 sur notamment une famille de cibles qui sont les kinases, et on a travaillé sur une technologie qu'on avait intégrée venant de Janssen, qui s'appelle Nanocyclic. C'est une plateforme pour faire des petites molécules chimiques. Et donc, tout ça a bien progressé. Arrivé en 2022, ça a tellement bien progressé qu'on s'est dit, voilà, peut-être que le moment est arrivé. En tout cas, les objectifs commencent à diverger, les besoins sont différents et notre marché boursier est toujours incapable de comprendre effectivement le modèle global. Et donc, à partir de là, on a dissocié, on a créé, alors, on a par scission créé une nouvelle société qui s'appelle Oncodesign Precision Medicine. Comme son nom l'indique, elle est très orientée produit sur la médecine de précision. Elle garde la mission
initiale du groupe, à ceci près qu'on se resserre sur les cancers résistants et les cancers avancés. C'est vraiment notre domaine. On y a mis dedans nos actifs, à la fois biotech, donc les produits qui étaient en développement, les technologies reliées à ces produits, et également derrière l'IA qu'on développait depuis 2 ans, et au travers de l'IA surtout une plateforme OncoSniper qui est dédiée à la recherche de nouvelles cibles thérapeutiques. Tout ça est rentré à l'intérieur d'OPM, et on a par la suite alors l'idée c'était de céder l'activité de service, hein, donc il a fallu faire, on va dire, en contact avec les investisseurs qu'on a choisis, avec lesquels on a travaillé, qui sont Elian, qui représentent les fonds Rothschild, de définir tout ce process et de l'effectuer. Long process, compliqué. Félicitations à Elian d'avoir eu la persistance pour tenir tout le process. Quand on achète une boîte, on n'est pas obligé d'accepter qu'il y ait une société de service qui se crée et puis qu'après, on la retire de la cote. Et donc, c'est quand même pas tout à fait aussi simple que d'acheter une boîte qui existe déjà. Donc, il a fallu quand même qu'il soit très engagé dans le projet pour pouvoir effectivement nous aider dans cette mission. Et aujourd'hui, si on fait le retour, la photo aujourd'hui, on a 2 sociétés qui sont indépendantes, hein. On a une société qui s'appelle OPM et qui, en septembre, est rentrée sur le marché Euronext Access Plus. Alors, notre objectif initial, c'était Euronext Growth, mais on a techniquement fait cette escale sur Access Plus avec une action cotée à 0,82. On sait, comment dire, on a été réaliste, on a fait travailler des experts sur la valorisation, on a pris, au dire d'experts, on a pris leur valo, qui n'était pas très élevé finalement par rapport aux investissements qu'on avait fait. Donc, ça a au moins un avantage, c'est que si on doit croître, on va le voir. Alors, cette action, elle a gentiment grandi sur Access Plus pour arriver à un maximum de 2,5. Elle est aujourd'hui à 1,3, ce qui fait globalement une valo de 15 millions d'euros. Par ailleurs, Elian a racheté la société, ce qu'il fait maintenant, où elle a investi, c'est donc Oncodesign Services à hauteur de 100 millions d'euros. Voilà, avec une action à 14,42. Elle a déclaré une OPAS qui va débuter en novembre, le 25 novembre. Et donc, à partir de là, elle va, si elle obtient le nombre suffisant d'actions existantes sur le marché, pouvoir retirer cette société de la cote. C'était son objectif. Donc, ça sera fait normalement en décembre. Ce qui reste à faire pour OPM, la petite OPM, qui est née il n'y a pas très longtemps et qui se porte bien, c'est de passer sur Euronext Growth et de réaliser une augmentation de capital. Alors, il y a eu de très bonnes nouvelles en septembre concernant OPM. D'abord, je dirais la levée d'options de Servier par rapport aux produits sur lequel on a travaillé ensemble pour la maladie de Parkinson. Et donc, la déclaration de l'entrée de cette molécule en phase 1 volontaire sain en septembre. Et donc, ça, c'est important, c'est historique pour nous, entre guillemets, Oncodesign OPM. C'est la première molécule qui atteint la clinique, qui provient de notre recherche. Donc, juste mesurer le temps entre, je dirais, juin 2009, acquisition de la technologie, et maintenant, pour y arriver, c'est quand même pas rien. On est très lent, mais on aime bien faire les choses bien comme il faut. Donc, on a quand même, je dirais, développé des produits, développé une approche en chimie également qui donne satisfaction. Bon, elle est reconnue maintenant par l'industrie depuis déjà longtemps, puisqu'on a accumulé un certain nombre de gros contrats avec les industriels. Mais le dernier, avec Servier, c'est juste si c'est signé en 2019. En 2019, on n'avait pas encore le candidat médicament. Aujourd'hui, on a une molécule qui part en clinique. Donc, ça fait 4 ans. C'est une super performance des équipes de part et d'autre. Alors certes, on n'a pas traversé le gué, qui est un gué très meurtrier, on va dire, pour les produits pharmaceutiques, mais on est quand même déjà extrêmement heureux parce que c'est quand même là où nos compétences pouvaient s'exercer au plus fort. Voilà. Et donc, je pense que ça, c'est intéressant. C'est un deal très précoce qui finalement
permet d'avoir des résultats intéressants. Et puis surtout, pour OPM, un projet important qui est déjà vendu et sur lequel il y a déjà des revenus, puisqu'il y a 7 millions qui ont été encaissés. Deuxième grande news, c'est un projet, alors toujours avec Servier. N'y voyez pas un rapprochement quelconque, mais c'est quand même un de nos premiers clients historiques, donc ça fait plaisir de pouvoir être dépositaire de leur confiance. Également, alors là, c'est totalement différent, c'est à partir donc au Sniper, et c'est la signature d'un partenariat, d'une collaboration stratégique pour découvrir de nouvelles cibles, en particulier dans les cancers du pancréas. Et là, c'est pour nous important aussi parce que c'est une nouvelle technologie qu'on a mis au point. Et la collaboration, elle va viser à rapprocher des équipes à nouveau et aussi des morceaux de technologie de part et d'autre pour faire une plateforme extrêmement efficiente. Donc pour nous, on aime les deals structurants parce que voilà, ça nous permet d'avancer. Et en plus, le point de départ de la médecine de précision, c'est la cible. Et donc pour nous, il paraît important. Donc si on veut résumer les technologies qui sont présentes à l'intérieur d'OPM à ce jour, on a, alors dans ce deal est aussi un deal financé. On a 1 million d'annoncés sur une première phase et puis, je dirais, dans la suite de la progression du travail de Drug Discovery à partir de cette cible, un certain nombre de milestones qui sont positionnés. Donc, voilà, on ne fait pas que de la technologie pour faire de la technologie, on fait un peu de business aussi au passage, et on est heureux de le faire. Ça nous cofinance. Voilà, et ça, c'est important. Et dans les technologies, on peut retenir 3 technologies. Nanocyclics pour les inhibiteurs de kinase, faire des petites molécules très spécifiques contre les inhibiteurs de kinase, ça c'est très connu. On a beaucoup travaillé là-dessus, on a une avance assez considérable et surtout, c'est une bonne partie de notre portfolio à ce jour. On a donc la technologie OncoSniper qui est en train de se développer. Et puis une troisième, alors OncoSniper sont les cibles, Nanocyclics sont les kinases, et puis on vise des cibles extracellulaires au travers de la mise au point d'approches thérapeutiques utilisant les radiothérapeutiques systémiques, donc les vectorisés, les RIV. D'accord, elles ont plusieurs noms, mais voilà. Et ça, on est à la recherche d'une technologie. On a déjà bien travaillé avec différents partenaires. On sait à peu près ce qu'on veut de vectorisation pour pouvoir rentrer assez rapidement, puisqu'on a une expérience considérable. Hein. Je vous rappelle juste qu'au travers de notre activité initiale, on a développé une plateforme qui s'appelle Farmimage et là, on a accumulé beaucoup de savoir-faire autour de ça, ce qui fait qu'on sait assez vite où on veut aller. On a quelques cibles intéressantes également. Donc voilà, ça c'est, je dirais, la deuxième ou troisième vague, ça dépend comme vous la prenez, qui va arriver aussi dans les perspectives de développement de cette société. Le portfolio de choses, je vous ai annoncé l'ARC 2, et on a également un produit qui est le produit ODS 101, qui est un candidat médicament, qui était le premier candidat médicament sélectionné par Oncodesign, qu'on a gardé pour nous et qu'on veut utiliser dans les maladies immuno-inflammatoires. Et là, on est à la veille, on va dire, d'accéder à la phase 1 volontaire sain également. Voilà. Et donc, ça sera un projet qu'on veut financer sur cette partie-là et qu'on veut aussi amener en phase 2A parce que quand on est quasi first in class, on ne l'est pas vraiment là, on sait que d'autres travaillent et c'est rassurant également sur cette cible, mais on a besoin de démontrer à la fois l'efficacité et la non-toxicité du produit, mais aussi l'intérêt de la cible. Donc, on arrive en médecine de précision vers ces phases 2 qui sont quand même assez clés pour l'avenir des produits derrière. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel nous, on est à fond et c'est bien sûr une de nos priorités à ce jour. Voilà. Alors, ce que je peux dire, c'est que voilà, transfert des actions sur René Grosse et puis augmentation de capital. On sera financé, on va dire, pour une bonne année sur ces phases délicates. Et on a aussi la suite des deals type l'ARC 2. Puis on a des deals early avec des sociétés avec lesquelles on cofinance des projets extrêmement intéressants sur des kinases nouvelles également. Et ça, c'est des projets qui sont un peu made in au co-design. C'est-à-dire que on commence très très tôt parce qu'on est très mûr technologiquement. Les gens viennent nous voir et après on discute s'il y a un point d'accrochage et c'est très concret, ça va très vite. Voilà. Donc voilà ce que je pourrais dire sur les deux. Donc si on fait des additions, hein, juste comme ça,
pour essayer d'accrocher les sujets qui suivent, on doit être à 100 plus 15 millions, 115 millions. On a simplement, et ça c'est vrai, hein, c'est pas, on va dire, alors les 15 millions, je vous l'accorde, c'est pas vrai, puisque nous, on pensait modestement que ça valait 0,8, mais c'est quand même 5 millions. Voilà, ça fait entre 110 120 millions pour la totalité de la boîte, ce qui, rien que le double prédit, enfin en tout cas prescrit, on va dire, où la valeur de l'action réelle, enfin la valeur de l'action sur Euronext en juillet, juste avant, enfin en juin, juste avant qu'on suspendre avec l'annonce, la co-annonce avec Elian du montant et du rachat des actions. Et donc, on en était à 60. La réalité, c'est plutôt 120. Donc, tous ces décalages, moi, je me dis quand même qu'il y a une réflexion à mener, peut-être aussi, et d'essayer de trouver des points qui pourraient aider Euronext, en tout cas, et peut-être Euronext en France, à progresser vers des développements plus efficaces en biotechnologie, parce qu'on ne peut pas dire qu'on soit des champions en Europe à ce stade. Voilà. Bien, vous l'avez compris, quand Philippe est lancé, c'est difficile de l'arrêter. Mais on peut peut-être parler du déclenchement de cette opération. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Est-ce que c'est finalement la rigidité des financiers, la relation entre le financier et l'entrepreneur qui est à l'origine de ça? Est-ce que ça n'aurait pas dû se faire avant? Est-ce que ça aurait pu se faire beaucoup plus tard? Comment est-ce que cette opération s'est… Alors, ce qui déclenche ça, c'est, je dirais, donc déjà l'entreprise, parce que c'est ce qui compte, c'est son activité en premier, et ce sont ses résultats, et c'est sa stratégie. Voilà, c'est déjà ça. Je pense qu'il est difficile, il était sans doute difficile de le faire plus tôt, parce qu'on manquait finalement quelque part d'arguments pour intéresser également ces premiers financiers, qui sont des financiers différents, ils ne vont pas en bourse aussi. Hein, ils préfèrent travailler en dehors. Donc, de manière très large, on dit souvent on ne manque pas d'argent. D'accord? Simplement, il y a des fonds spécialisés ou non spécialisés ou spécialisés et qui interviennent sur des durées différentes pour des objectifs différents. C'est une variété, donc globalement, il y a beaucoup d'argent. Mais la bourse, en l'occurrence, les écarte, ces financiers-là. Ils ne viennent pas, puisque la preuve, ils vont sortir de la bourse. Ce n'est pas leur objectif d'y rester. D'accord? Donc, je dirais que la bourse, traditionnellement, elle s'adresse aux sociétés de biotech qui développent des produits, exclusivement à des sociétés, à des business models de ce type. Alors, on ne peut pas les blâmer. Moi, je vous ai dit, je préfère travailler des technologies pour avoir des produits derrière. Et ce n'est pas des coûts qu'on cherche à faire, c'est plutôt la construction d'une entreprise. Moi, je suis entrepreneur et ce qui m'intéresse, c'est la pérennité. Et donc, je veux construire quelque chose dans le temps. Notre objectif au COPM, c'est de construire une biopharma. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas simplement de vendre nos produits à des stades. C'est d'avoir de plus en plus de moyens pour aller de plus en plus loin. Alors, on part de très loin, certes, si on compare à d'autres, mais je pense que c'est des systèmes qui peuvent avancer. Donc, ce business model, entre guillemets, il en existe d'autres, hein, dit complexe parce qu'effectivement, comporte des activités économiques difficiles à déchiffrer. Et un investisseur, pour lui, c'est difficile de dire s'il le met sur le service ou s'il le met sur les produits. Je pense qu'il faut être bien conscient d'une chose quand on investit dans le domaine de la bio, c'est que ce sont des investissements long terme. Et c'est toute la difficulté d'un financier qui, lui, a besoin d'avoir une certitude pour sortir aussi. Et donc, il faut arriver à ce qu'ils comprennent que dans ce domaine, on a besoin d'investir sur des durées importantes, des business models qui sont plutôt différents des business models plus simples peuvent leur apporter une sécurité d'abord et puis aussi des leviers assez conséquents par la suite, d'être présent, de pouvoir sortir. Il y a cette durée d'investissement et je pense que c'est un critère assez important. Après, moi, ce que je peux dire, c'est que je suis un entrepreneur, donc ma vision, elle est, je vous l'ai dit, de développer dans le temps et de continuer de développer. Et j'ai des idées, comme beaucoup, et les idées font peur à des financiers. Trop d'idées, ça fait peur à un financier. Une bonne idée et un développement, point terminé. Et donc, le modèle classique biotech, avec un produit, deux produits, voire trois, c'est grandement maxi. C'est aussi une forme de pas de simplification, mais en tout cas peut-être pour eux d'optimisation, d'investir. Sauf que si le produit n'est pas bon, on n'est forcément pas bon. Et j'ai l'impression qu'il y en a eu, il y a eu quelques ratages de ce côté-là dans les choix qui ont été faits pour financer.
C'est compliqué, hein. C'est très compliqué de développer un médicament. Donc, moi, je blâme personne. Je dis qu'il n'y a pas de voie unique. Je dis simplement, parce qu'il n'y a pas de voie unique, on devrait regarder un peu ce qui existe aussi un petit peu en dehors. On a à notre niveau français, en tout cas, intérêt à essayer d'élargir un peu notre façon de penser et pas forcément reproduire ce qui marche ailleurs, parce qu'il y a énormément de moyens financiers. On n'a pas forcément les mêmes en France dans ce domaine précis des modèles biotech purs. De ton côté, tu n'as jamais songé à aller sur le Nasdaq Alors, et... Alors, le Nasdaq, encore une fois, c'est un outil, c'est une marche. Alors, est-ce qu'elle est indispensable si on reprend un peu ce qu'on voit historiquement, hein, je crois qu'il y a à peu près une vingtaine de sociétés qui y sont rentrées. Il y en a 7 ou 8 qui y sont actuellement. J'ai des chiffres, hein, j'ai regardé assez rapidement, mais on peut citer des BV, on peut citer Inventiva, on peut citer, il y a eu des gens comme GenFit, Selectis, etc., etc. Donc, c'est en tout cas l'assurance de lever beaucoup d'argent. C'est ce qu'on peut dire. Et je pense que ces sociétés y sont allées aussi parce qu'il y avait des phases 3 à financer derrière. On sait que la phase 3, ça coûte beaucoup d'argent. Et pour trouver cet argent-là, les gens ne l'ont pas trouvé en Europe. Hein, je crois que la moyenne en facteur multiplicatif, c'est 3 fois. Donc, on lève 3 fois plus d'argent sur le Nasdaq et les valos, globalement, elles sont 2 fois supérieures. Sauf qu'en ce moment, elles subissent le contre-coup de la situation et qu'en moyenne, toutes les sociétés dans ce domaine, y compris les autres qui ne sont pas forcément sur le Nasdaq, elles ont perdu 74% de leur valeur. Donc, je ne sais pas, je pense que c'est financièrement coûteux, ça consomme du temps. C'est à mon avis un lieu intéressant pour des biotech pour financer des projets déjà avancés, c'est sans doute, mais ça ne met pas à l'abri. Je dirais que les gens là-bas sont de grands connaisseurs, ils savent suivre, ils savent évaluer des produits. On ne peut pas raconter d'histoire de foi, d'accord. On est mort du premier coup. Donc, moi, je crois que ça a un intérêt, honnêtement. Je pense que la difficulté, c'est vraiment à sélectionner un moment précis du développement de l'entreprise. Alors, on a à Dijon de la chance, hein, puisqu'on a 3 sociétés cotées, bientôt 4 d'ailleurs avec OPM. Et je crois qu'Inventiva est rentré il y a 2 ans de mémoire. En levant 107 millions d'euros. Bon, voilà, elle n'a pas échappé non plus à la dévaluation qui a lieu, mais on n'y échappe pas parce que c'est un peu contagieux, on va dire, avec la situation, c'est compliqué. Elle est en train de financer une phase 3, donc c'est un prototype assez classique. On espère que ce sera un exemple important pour les autres, mais il n'y a rien d'acquis. Moi, si on me demande pour le Nasdaq, je dirais peut-être si c'est utile. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas en dire plus. Le jeu de cette visioconférence est aussi de laisser la parole à nos participants et de leur donner la parole à partir de 19h20 et de 19h25. On va continuer à agrémenter par quelques questions et continuer le fil de notre discussion. Jérôme Nedjoua, si je prononce bien son nom, pose plein de questions, mais la dernière est intéressante. Grâce à Oncodesign, vous avez dépensé beaucoup d'argent depuis les premières recherches que vous avez engagées sur EPM. Comment se fait-il que la valorisation d'EPM soit si basse, à l'avis de Jérôme? Alors, c'est une très bonne question. L'idée, c'est quand même de se dire que tant qu'on n'a pas, alors dans le domaine de la drug discovery et notamment du développement des produits derrière, il y a tellement de difficultés qu'il y a des taux d'attrition assez élevés après chaque étape. Donc, ce n'est pas proportionnel à l'argent qu'on investit. De toute façon, ça coûte très, très cher. D'accord. Et nous, je vous avais donné les chiffres la dernière fois, on a investi plus de 60 millions sur les dernières années, donc qui était considérable à supporter pour l'entreprise d'ailleurs. Mais on les a investis pour arriver à 2 produits qu'on amène en clinique. Cette clinique, elle débute. Il y a encore les étapes qui consistent à valider, en médecine de précision notamment, l'efficacité sur la cible. Et on ne sait pas toujours si ces cibles, et RIPK2, qui est la cible qui nous intéresse dans le deuxième cas, c'est une cible sur laquelle on est parmi les premiers à arriver. Donc, il faut qu'on soit clair. Donc, après, il y a comment dire, un calcul qui se fait avec des facteurs d'attrition. Et quand on calcule,
je dirais, quand les experts font leurs évaluations, ils font aussi des comparables et globalement, on en est arrivé à ces valos-là. C'est des modèles mathématiques, je ne peux pas en dire plus là-dessus. Si vous me demandez mon sentiment sur les produits, il est excessivement positif. Donc voilà, après, est-ce que la valo de départ, qui est à 5 millions, est légitime par rapport aux investissements qu'on a fait, aux efforts qu'on a mis, etc. Hélas, pas lié. C'est les résultats qui nous diront si on a raison. Or, les résultats, le plus important est à venir, c'est la clinique. Donc, c'est un sport à risque, c'est un sport qu'on accepte, c'est un sport sur lequel nous, on maîtrise les bases, parce qu'on a travaillé très en amont, et ce sont nos produits. Ce pas des produits qu'on a pris sous licence ailleurs, ce sont les nôtres. Et donc, on a totalement confiance là-dedans. Mais c'est un sport à risque très coûteux. Voilà. Et je crois que c'est ça l'explication des 5 à 6 millions initiaux. Bon, il y a un bon point, il y a un très bon point là-dessus, c'est que dès qu'on fera l'augmentation de capital, il y a effectivement des actions à acheter. Je vous encourage à le faire. Elles seront forcément pas chères et elles prendront de la valeur, et on le verra en tout cas. Il n'y a pas de souci. Bien. Alors, il y a quelque chose de bien pour OPM, c'est qu'elle a échappé au PGE. Parce que les PGE présentent un certain nombre de regrets. Alors, le PGE, ah oui, alors le PGE, oui. Alors, le PGE, ça va peser beaucoup dans les bourses, enfin, dans la trésorerie, on va dire, des entreprises, c'est très clair, avec un remboursement qui va devoir être fait et qui doit être commencé aujourd'hui. Alors, on a échappé, oui, parce que dans la scission, et logiquement, le PGE, il est resté dans la structure mère, avec l'argent associé. D'ailleurs, on aurait pu aussi imaginer qu'on prenne une partie de ce cash pour l'avoir dans OPM. Mais ce n'est pas le choix qu'on a fait, ce n'est pas non plus le choix qu'on a fait en collaboration avec nos partenaires, hein, Elian. Et donc là-dessus, non, on leur a laissé et nous, on est parti avec une trésor finalement assez minimaliste, mais qu'on a su faire grandir, puisqu'il y a quand même 7,5 millions qui sont arrivés de par les relations de business qu'on a, notamment avec Servier. Et il y a aussi une augmentation de capital qu'on va faire. Donc, je trouve ces bases finalement assez saines parce qu'elles représentent assez bien la philosophie de la société, c'est-à-dire à la fois être capable de générer des fonds avec des industriels et aussi d'investir. Et les gens qui vont investir et garantir les 8 millions de l'augmentation de capital, ce sont moi et les cadres. Yann Oflac, Karine Lignel. Donc, ce sont des gens qui sont rentrés dans le projet il y a longtemps et qui y croient. Et ça, c'est un très beau signal qu'on peut adresser aux futurs investisseurs. Voilà. Mais en gros, pour tous, quel que soit le projet initialement, quand vous avez un projet, vous avez des gens dans le projet. C'est la seule chose que vous ayez. Hein, c'est un point précis. D'accord? Alors, il se trouve qu'on est, entre guillemets, successful sur la partie service, n'en déplaise à Christophe, que j'aime beaucoup, mais que j'ai quand même entendu tiquer sur la valeur payée par rien. Je trouve que 15 fois les l'EBITDA pour une société de service dans ce domaine, c'est quand même un max. Mais donc non, c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est quand même, je crois que c'est la valeur des gens. Hein. Il n'y a pas que moi qui le dis. Je crois que j'ai relu le management d'une société, il est quand même extrêmement scruté à l'heure d'aujourd'hui, encore plus qu'avant. Donc, il se trouve qu'on a de l'âge, un peu de maturité, un peu d'expérience, beaucoup d'expérience aussi, et qu'on a surtout envie de réussir. Et que les gens ont choisi, parce que quand on fait ce type d'opération, les gens choisissent s'ils viennent ou ils ne viennent pas. Les gens sont là parce qu'ils ont choisi. Donc, il y a un vrai engagement derrière. Pour moi, ça, c'est les racines du succès. Voilà. Bien, alors on va ouvrir un peu sur les zinzins et les pilotes de zinzin parce qu'on est un peu spécialiste dans cette affaire. La difficulté de penser et d'agir out of the box. Qu'est-ce que tu en dis? Quand on parle des zinzins, on parle de… Je crois que les zinzins, on peut féliciter notre administration qui est quand même spécialisée depuis très longtemps dans la constitution de zinzin. Ça part toujours d'un bon sentiment, mais je veux dire, on se retrouve quand même avec un maquis pour le développement des entreprises qui est quand même très compliqué à chaque fois. Il y a des appels d'offres. Il y a des appels d'offres qui sont clairs, d'autres qui ne le sont pas. Enfin, les appels d'offres, ce n'est pas des appels d'offres, c'est des appels à projets qui sont clairs ou qui ne le sont pas. Et pour moi, c'est effectivement un métier à part entière en France, de savoir rentrer là-dedans pour essayer effectivement de les faire fonctionner. On a appris humblement.
mais on pourrait simplifier quand même les choses. Et moi, j'aurais tendance à dire, voilà, il y a enfin, encore une fois, la seule chose que les investisseurs peuvent avoir entre les mains au démarrage ou dans l'accompagnement d'une société, dans son investissement qu'il veut faire, ce sont les individus à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, c'est revenir aux bases, l'entrepreneuriat. Alors, je sais qu'un entrepreneur, par nature, c'est un emmerdeur pour différentes raisons. On a parlé des idées et aussi par le fait que, en principe, s'il a innové, c'est qu'il a regardé out of the box. Et donc, et si ça fonctionne, ça lui a donné encore plus raison et plus de conviction. Et donc, il lâche encore moins les choses. Donc, c'est ça qui est un peu la difficulté. Donc, je ne sais pas si la discussion qu'on avait sur les zinzins, c'était ça, ou s'il y avait d'autres aspects. Je crois, voilà. C'est un peu l'aspect du couple créé Bruno Bonnel et Lise Alter et de ce genre de voilà, alors, on leur souhaite beaucoup de chance pour savoir. France 2030, oui. Alors, plein. Moi, je ne sais toujours pas combien sera investi sur la santé. C'est un truc, c'est formidable. J'ai même serré la main, donc il aurait pu me le dire. Mais le chiffre varie et aussi le nombre de classes de domaines financés aussi. Donc, je ne sais pas. Ça pourrait être très clair quand même. Ça pourrait être très clair. Et ça doit l'être. France 2030, c'est compliqué, à vrai dire. On attend les premières décisions et les premières opérations. Ça, ce sera déjà une bonne nouvelle. Mais c'est quand même, c'est pour les pilotes de zinzin, on devrait aussi aller chercher un peu de pratique à l'extérieur. Bruno, alors, Monsieur Bonnel, c'est quand même un entrepreneur au départ, hein, il a quand même quelques réussites. Mais en dessous de lui, il y a quand même une administration dans laquelle on reconnaît un certain nombre d'individus qui sont là depuis très longtemps. Est-ce qu'eux vont savoir réfléchir autrement? Il faudra voir. Parce que sinon, ça va devenir très technocratique et encore une fois, c'est pas ce qu'il faut. On doit être agile. C'est un peu notre problème. Il y avait aussi une question qu'on a abordée sur la Startup Nation. On doit créer des startups et la réflexion, c'était de dire est-ce qu'on est réellement une Startup Nation qui va finalement vers l'innovation ou est-ce qu'on est plutôt ce que j'ai appelé la tête de gondole nation, c'est-à-dire qui crée des belles pépites, mais qui sont reprises quand elles sont trop belles pour être françaises. Alors, moi, je crois qu'on se berce toujours. En France, on aime bien. On est une terre d'innovation. Oh, on est sur une terre d'innovation. Voilà. Alors, sûr, il y a de l'innovation en France. S'il y en a plus qu'ailleurs, j'en sais rien. Il y en a en France. Déjà, c'est bien de ne pas rater celles qui émergent. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Il y a quand même un certain nombre d'exemples je dirais, développement technologique innovant qui ont été repris et développés par d'autres ailleurs. Parce que le développement n'est pas notre force première en France. On ne sait pas. On parle du financement. Le financement, c'est un levier de développement. Et ça, il faut reconnaître que par rapport à des pays comme les États-Unis, on n'est pas à égalité. Ils ont plus d'argent et ils ont une capacité à développer qui est 10 fois plus grande. Aussi parce qu'ils sont plus simples dans la façon de procéder. Donc, oui, on pourrait parler d'Immutep, je pense, avec aussi les produits issus de l'AG. Donc, pour moi, c'est effectivement quelque chose qui représente une innovation en soi. C'est quand même une catégorie de produits potentiellement nouveaux. C'est quand même, je crois, c'est Tribel, je crois, qui est à la tête de cette société. Et Frédéric, c'est un immuno de très bon niveau, issu de l'INSERM au départ, donc qui a su quand même bouger pour aller chercher des moyens en dehors de sa boîte. Il faut savoir sortir d'une boîte comme l'INSERM, il faut savoir aller aux États-Unis et en Australie, on l'a vu, et récemment, ça fonctionne. Donc, oui, je pense qu'on est capable aussi de laisser filer des trucs qui fonctionnent bien. Donc, je crois qu'on a des dogmes. On est un pays avec des dogmes, et c'est ces dogmes qu'il faut savoir un petit peu plier là. Voilà. Parfait. On a un dernier petit sujet parce que quelques semaines, c'est un peu une avant-première ici. Il va y avoir des annonces sur le campus Open Innovation. Oui, alors, voilà. Est-ce que tu peux nous dévoiler quelques petites choses?
Oui, alors Federate, c'est un projet qu'on a conçu, notamment avec Intersystem, société spécialisée comment dire, en architecture de data, en conception de bases de données, en IA, quelque part. Et puis, toutes les équipes IA également de Servier. Et donc, c'est un campus qui se veut ouvert, qu'on a bâti sur une plateforme, dont on a bâti la plateforme. Et ce campus, ben, c'est l'association entre les gens qui disposent de technologies, d'une réflexion sur l'IA en drug discovery. Et c'est un espace qu'on veut créer de manière internationale entre Montréal et Saclay, pour pouvoir effectivement accueillir des entreprises, des universités, des gens qui ont une expertise dans le domaine et échanger et surtout créer des projets nouveaux à l'intérieur. Voilà. Et donc, c'est un espace d'innovation. Et cet espace d'innovation, ben, on va le dévoiler sur cette fin d'année, effectivement, et au travers d'une annonce et puis aussi de webinaires sur le début de l'année prochaine. Donc, on le fait en collaboration, bien sûr, avec les instances de Montréal et puis également Médicine. Juste une dernière petite question, parce qu'elle est pertinente, de Jérôme Nedjoua sur l'idée du temps et de l'argent qu'il va falloir pour amener les molécules en phase 4 chez OPM. Alors, en phase 4, Oui. alors pour nous, pour le projet dont on parle, qui est l'inhibiteur de RIPK2, nous, on table sur une phase, on va dire, de A. Alors, c'est le démarrage, on va dire, de la démonstration de l'efficacité, plutôt en 2024-2025. Voilà. Donc, c'est là où alors, ça dépend, on est en train de consolider un peu toutes ces timelines. Ça sera sans doute beaucoup plus 2024. Et l'idée derrière, c'est quasiment 2 ans pour arriver en 2026 avec la fin de cette. Mais après, ce n'est pas un produit en onco. Alors, il y a des applications sur lesquelles on travaille, potentielles, mais ce n'est pas un produit dont l'application première sera en oncologie. Donc ça, c'est des produits qu'on souhaite partenariser à un moment donné, d'accord, avec des spécialistes. Parce que pour ceux qui connaissent le domaine de l'immuno-inflammation, il faut être un gros acteur du domaine pour pouvoir porter, je dirais notamment les phases 3. Ce qui nous intéresse, nous aussi, ce n'est pas simplement d'aller lever des fonds pour faire des phases 3 dans des domaines où on ne sera pas compétent et certainement pas armé. Donc, c'est au contraire de donner toutes les chances au produit par rapport à son développement et de le faire avec des professionnels. L'industrie pharma, c'est son métier et elle a les moyens de le faire correctement. Et pour nous, c'est une vraie garantie d'avoir des retours financiers à ces domaines-là. Par contre, les projets qu'on est en train de développer sur les kinases et également les MRT, c'est-à-dire ce qui est dédié à la radiothérapie systémique, ça, ce sont des produits qu'on veut porter plus longtemps. Parce que là, on est dans notre domaine d'application directe. Voilà. Donc, je dirais que l'arc 2 RIPK2, c'est le fruit de 10 ans passés de travail assez intensif sur ces projets-là. Une réussite assez exceptionnelle. D'avoir 2 candidats médicaments, quand même, c'est pas mal. Dans la configuration dans laquelle on les a fait, on est assez fiers. Il faut qu'on les transforme en médicaments, mais on le fera comme on l'a commencé avec Servier, on continuera avec d'autres derrière pour RIPK2. Et ça, c'est notre tract, c'est nos drivers. Ça, c'est notre driver pour ce qui suit derrière. Et alors, voilà, donc pour amener un produit en phase 3, on va dire qu'on est en 2022. On pense, et en partant sur le début de la phase 1 volontaire sain, on pense qu'il faut effectivement bien 4 ans pour arriver derrière. Et c'est pareil, on est en train de construire dans OPM des compétences cliniques qu'il nous faut pour essayer aussi d'avancer, de ne pas perdre de temps dans ces domaines-là. Voilà. Mais voilà, on est conscient de la vérité du calendrier dans ces domaines-là pour les investisseurs. La route est longue et sûre. Alors, oui, elle est sûre, je ne sais pas. En tout cas, c'est toujours pareil. Hein, quand on vous dit, enfin, on me disait, quand j'ai créé Oncodesign il y a très longtemps, mais notamment aux États-Unis et à Montréal, on disait quand est-ce que tu sautes? Je crois qu'on ne saute jamais dans le vide. D'accord? On saute quand on a la certitude de connaître sa trajectoire. Alors, la certitude, c'est sa certitude à soi. Ce n'est pas la certitude puisque ça n'existe pas. Voilà.
Donc, c'est le risque. C'est ça qu'il faut savoir apprécier. Parce que je suis Très très bien. clair. Il C'est est tard. parfait, on a eu un bel échange, j'espère que ça vous a plu. On arrive à la fin, on a débordé un peu l'horaire traditionnel, il est 19h42. Juste d'abord un grand merci Philippe encore pour ce témoignage. On va caler des rendez-vous pour l'année 2023 parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qui vont arriver. Pour votre information à tous les participants, la semaine prochaine, c'est André Choulika qui vient faire l'exercice avec nous. Donc André, vous connaissez, hein, c'est Selectis. Dans 2 semaines, c'est Sabine Dandiguian pour Geito Capital. Vous savez, Geito a quand même investi pas mal ces derniers temps et c'est intéressant toujours de voir, de rentrer dans le raisonnement de leur investissement. Enfin, une petite chose, je vous ai mis le lien pour souscrire un abonnement si vous êtes content et si vous voulez soutenir la publication Biotech Finance. Et pour les entrepreneurs qui sont dans la salle, vous savez qu'on va sortir la Biomap France 2023, qu'on sort depuis maintenant 2004. Et ça va être une biomap intéressante parce qu'on a demandé aux entrepreneurs de nous donner leur point de réflexion sur l'année 2023. Donc on a dans cette biomap à la fois les recherches de fonds, les recrutements qu'ils vont avoir et surtout les développements, quelles sont les étapes clés qu'ils vont franchir en 2023. Ça doit être un document, à mon avis, très intéressant. Pour les entrepreneurs, il est gratuit, c'est-à-dire vous pouvez figurer dedans, il vous suffit de taper Biomap France, vous allez trouver le site et dans Biomap France, vous avez le formulaire. Donc, comme c'est gratuit, je doute que vous ne soyez pas intéressés par ce genre de démarche. Merci beaucoup à tous encore. Et on est intéressé de te soutenir. Et bravo pour ton journal et la réussite qu'il a. Bravo. Merci beaucoup Philippe. Bonne soirée à tous et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.